20h, 21h, c'est 2017 l'invité sur Fréquence ESJ et Radio Air Show. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, 20h01 sur Fréquence ESJ et Radio Air Show. Bienvenue dans notre émission 2017, l'invité, notre émission politique comme chaque mardi. Et ce soir, notre invité, c'est le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, également candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans 2017. L'invité, nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec nos chroniqueurs. Samuel Cincinnatus reviendra sur les principaux points de votre programme pour mai prochain, justement. Martin Juret s'intéressera à l'Europe et son avenir. L'Europe qui est d'ailleurs un point central de votre programme puisque vous souhaitez quitter l'UE et la zone euro. Et bien sûr, vous retrouverez nos deux rendez-vous de la semaine, la revue de presse et l'agenda politique. Ce sera notamment avec Lucas Pierre. 20h01 sur Fréquence ESJ et Air Show. 2017, l'invité commence tout de suite. 2017, l'invité, en direct jusqu'à 21h, sur Fréquence ESJ et Radio Air Show. Et François Asselineau, nous allons commencer cette émission par le traditionnel Wiki-portrait. J'ai cherché des informations sur vous et nous allons vérifier ensemble votre parcours, vos engagements. Vous êtes né en septembre 1957, diplômé de deux grandes écoles, HEC et l'ENA. Est-ce qu'il faut absolument être diplômé de grandes écoles pour faire de la politique à haut niveau aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a les exemples d'autodidactes ou des gens qui n'ont pas des très grands diplômes qui font de la politique. Ça peut aider. Ça peut aider en ce sens que, à partir du moment où vous connaissez notamment les rouages de l'État, ça peut vous traverser l'esprit de vous dire que vous avez envie de faire de la politique. C'est assez naturel. C'est pour ça que tant d'énarques se lancent en politique. Mais je suis pas sûr qu'il y ait tellement d'énarques que ça. Bien sûr, il y a des énarques. On les remarque. Mais... Comment ? On les remarque, mais parce qu'on souligne dessus qu'il y a des énarques. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas énarques. Nicolas Sarkozy n'est pas énarque, Jean-Marc Ayrault n'est pas énarque, Nadine Morano n'est pas énarque, Jean-Michel, Monsieur Raffarin n'est pas énarque. Je peux vous dresser une liste entière de gens qui ne sont pas des énarques. Donc la question, et puis vous avez, en fait, là, vous savez, il y a les anciens élèves de l'ENA, il doit y en avoir à peu près 4500, et sur les 4500 anciens élèves de l'ENA, les Français n'en connaissent peut-être que 100 ou 200 qui font de la politique. La très grande majorité des anciens élèves de l'ENA sont préfets, ambassadeurs, directeurs d'administration centrale, sous-directeurs, chefs de bureau, membres des grands corps de l'État, membres des tribunaux administratifs, etc. Donc ils font leur métier de fonctionnaire. La politique, justement, en 1993, vous êtes conseiller aux affaires internationales pour Gérard Longuet, qui était alors ministre de l'Industrie. 2 ans après, vous devenez directeur du cabinet de Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme. Et 1996, vous travaillez au cabinet de Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. 3 ministères très différents. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ministérielles ? Bien, d'abord, je me permets de préciser qu'à l'époque, je n'étais pas dans un parti politique. J'ai fait, c'est un petit peu le cursus honorum, comme on dit, c'est-à-dire le cours très habituel du déroulement de carrière. Pour un élève de l'ENA qui, comme moi, j'étais sorti dans les grands corps de l'État, j'avais pris l'inspection générale des finances. Ensuite, j'étais au ministère des Finances à Bercy à m'occuper de commerce extérieur. Et lorsqu'il y a un changement de majorité, il est de tradition que on demande à ceux qui sont considérés comme des éléments prometteurs d'aller faire du cabinet ministériel. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé au cabinet de ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur qui s'occupait justement qui allait traiter les sujets que je connaissais bien, d'autant qu'on me prête une bonne connaissance de l'Asie. J'ai vécu en Asie, je parle un peu le japonais. Et puis ensuite, eh bien ça s'est bien passé, si j'ose dire. C'est ce qui vous a donné goût à la politique ? C'est ce qui m'a donné, oui, certainement goût à la politique. J'étais pas fait pour faire de la politique. J'avais jamais eu. Moi, je suis entré en politique sur le tard. C'est quelque chose d'important. Ce qui m'a surtout, ce que j'ai surtout découvert pendant cette période, c'est quelque chose d'effarant. C'est qu'en fait, quand j'étais chez Gérard Longuet, c'était le cabinet, c'était dans le gouvernement Balladur sous la cohabitation avec François Mitterrand. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée pour vendre le TGV Séoul-Busan au Kazakhstan. Et ensuite, quand j'étais au cabinet de Monsieur de Charette, c'était sous la présidence Jacques Chirac. Et j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. Donc j'ai une bonne expérience des allées de pouvoir au plus haut niveau de l'État, à la fois de gauche et de droite.
Et moi, ce que j'ai découvert vraiment avec beaucoup d'étonnement, même d'inquiétude, pour ne pas dire d'effarement, c'est qu'en réalité, la France n'est plus dirigée par les gens que les Français élisent. Voilà, les gens, en France, on élit, on va sans doute en parler pour l'élection présidentielle. Exactement. Mais pour l'élection présidentielle, en réalité, c'est devenu maintenant un théâtre d'ombre. C'est un petit peu comme si vous montiez à bord d'un avion, et puis une fois que vous êtes dans l'avion, on vous demande de choisir quel est le commandant de bord que vous allez avoir, mais on ne vous fait pas choisir le plan de vol, on ne vous demande pas quelle est la destination, puisque la destination, elle est déjà fixée. Et c'est ça que j'ai découvert dans les allées du pouvoir, c'est que finalement, en réalité, la France était lancée sur une espèce de pente accélérée et que les vrais centres de pouvoir avaient été en fait transférés de la France vers 3 grands centres. L'Union européenne, la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN dont le siège est à Bruxelles, mais dont les décisions, le centre névralgique de commandement est à Washington. Voilà. Et donc je me suis dit, moi je voyais, vous savez, je suis un Français comme tout le monde, comme les autres. Moi j'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des amis d'HEC, j'ai des amis, j'ai de la famille, qui sont pas du tout dans la politique, et j'ai vu le gouffre qu'il y avait entre la croyance que les Français ont du pouvoir d'un président de la République ou d'un gouvernement et la réalité des événements où en fait ils appliquent des lignes de vol, des plans de vol, comme je le disais tout à l'heure, qui ont déjà été déterminés par d'autres de façon totalement antidémocratique et à l'insu des Français. On va avancer en 1997, la dissolution. Justement, vous rencontrez Charles Pasqua. Vous devenez son directeur de cabinet pendant 4 ans, alors qu'il présidait le Conseil général des Hauts-de-Seine. Mais ce Conseil général change de main. En avril 2004, il est présidé par un certain Nicolas Sarkozy. Vous écrivez qu'il vous écarte en vous nommant délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Et l'on peut lire dans la biographie de votre site officiel que vos analyses, je cite, bien qu'irréfutables, ne sont pas les bienvenues. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy vous a mis sur la touche ? Alors d'abord, s'agissant de ma rencontre avec Charles Pasqua, je l'ai connu, là pour le coup, par la politique. C'est lorsqu'en 1999, il y a eu un nouveau traité, le traité d'Amsterdam, qui a procédé à un nouveau, ce qu'on appelle pudiquement les transferts de souveraineté. Moi, j'appelle pas ça un transfert de souveraineté, j'appelle ça un vol de pouvoir. Lorsqu'il y a eu un nouveau transfert de souveraineté dans le cadre du traité d'Amsterdam au profit des institutions européennes, traité d'Amsterdam qui n'a pas été soumis aux Français. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai décidé d'entrer en politique. Et puis il y avait eu ce projet de comment dirais-je, de liste qui d'ailleurs a eu lieu aux européennes de 99. Rappelez-vous, qui devait à l'origine d'ailleurs être un projet, une liste au-dessus du clivage droite-gauche. Il devait y avoir Charles Pasqua d'un côté et Max Gallo représentant Jean-Pierre Chevènement de l'autre. Moi, j'étais arrivé dans cet univers par l'intermédiaire de quelqu'un qui est décédé récemment, qui s'appelait William Abitbol. Donc là, je me suis dit, il faut effectivement aller vers un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne. C'est pour ça que je me suis rapproché du RPF de M. Pasqua. J'ai ensuite découvert finalement l'alliance avec la gauche ne s'est pas faite. M. Pasqua a fait alliance avec M. De Villiers. Et puis en fait, j'ai découvert ce que c'était que le souverainisme. Donc on pourra en reparler. C'est-à-dire en fait des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Et pour revenir à Nicolas Sarkozy, alors ensuite, vous employez le terme écarté. Oui, parce qu'en 2004, M. Sarkozy est arrivé au Conseil général des Hauts-de-Seine. J'étais le directeur de cabinet du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua, et puis il est arrivé avec sa propre équipe, et il était à la fois au même moment ministre des Finances, et donc moi j'étais en détachement de l'inspection générale des Finances, et il m'a écarté en me nommant dans un poste qui était ronflant d'apparence, délégué général à l'intelligence économique. C'était pas tout à fait sorti d'un chapeau, parce que je lui avais remis, à l'époque, j'avais pris sur moi de faire un long rapport, de 120 pages d'ailleurs, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques, et des couleurs, des photos, etc., qui s'appelait Le basculement du monde, que j'avais remis à monsieur Sarkozy. Alors est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'était une vision qui était, où je disais quoi en fait dans ce dossier? Je disais que on était au bord d'une crise financière majeure, qui est d'ailleurs arrivée quelques années après, c'est avec la crise des subprimes. 2, qu'en fait, il y avait une espèce de jeu mondial où les États-Unis faisaient faire par la Chine et au-delà par les pays d'Asie de plus en plus de choses, que c'était un peu je te tenais, tu me tenais par la barbichette, que dans ce cadre, l'Europe et l'Union européenne et l'euro étaient en fait des variables d'ajustement mondial des intérêts chinois et des intérêts américains, et que tout ceci se terminerait par une explosion générale de l'euro et de l'Union européenne. Je peux vous dire qu'écrire ça à M. Sarkozy en 2004, fallait quand même le faire. Bon. Ça n'a pas plu.
Je sais pas si ça a plu. En tout cas, on m'a nommé délégué général à l'intelligence économique. Puis une fois que je suis arrivé dans ce poste, j'ai découvert finalement que je n'avais aucun moyen financier, contrairement à ce qui avait été annoncé. Alors pendant 1 an, j'ai essayé de faire des choses. C'est un cadeau empoisonné quelque part. C'était une façon de me mettre gentiment dans un placard, voilà. Et puis au bout d'un certain temps, en ayant finalement décidément, je m'apercevais qu'on ne venait absolument me donner aucun adjoint, etc. J'avais simplement une secrétaire puis un ordinateur, et je faisais de temps en temps des notes dont je ne savais pas qui les lisait. J'ai fini par demander, j'ai été reçu à ma demande à l'Élysée par monsieur Augustin de Romanet, qui était le secrétaire général adjoint, et j'ai demandé qu'on tranche d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, le poste a été supprimé par monsieur Breton, Thierry Breton, qui à l'époque était ministre des Finances, et j'ai regagné le corps de l'inspection générale des Finances. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, les analyses que je faisais, où je disais que l'euro finirait par exploser, c'était des analyses fondamentales qui n'étaient pas les bienvenues. Et je me permets d'ailleurs de le souligner. C'est qu'en France aujourd'hui, dans les ministères, je pense, à moins que peut-être des choses m'échappent, ce qui est possible, puisque je suis à l'inspection générale des finances. Enfin, maintenant, je suis en disponibilité, donc je n'ai plus de relations hiérarchiques ni de salaire d'ailleurs. Et donc les ministères, oui. Mais dans les ministères, en fait, je pense qu'il n'y a pas actuellement de réflexion qui soit menée sur ce qui se passe en cas d'explosion de l'Union européenne ou de l'euro. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission avec Samuel Cincinnatus qui s'est penché sur votre programme. Pour clôturer la première partie de cette émission, je vais vous poser de petites questions. Et je vous demanderai à ce que vos réponses le soient également. Voilà. François Fillon aurait-il dû renoncer ? Franchement, c'est son problème. Moi, j'en sais rien. C'est le problème des Républicains. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Voilà. Parce que s'il renonce, il va être remplacé par qui ? Voilà. C'est aussi le problème des Français. Oui, mais vous savez, monsieur Fillon, il y a eu qui est allé voter à la primaire des Républicains? Il y a eu 4 500 000 personnes au deuxième tour. Oui. Il y a 45 millions de Français qui sont électeurs inscrits. Ça veut dire que 90% des inscrits n'ont pas jugé bon de se déplacer. Et pour la primaire des socialistes, il y a eu 2 millions de personnes. Ça veut dire que 97% des Français se sont pas déplacés. Donc pour moi, honnêtement, ça me laisse un peu indifférent. La gauche devrait-elle s'unir entre Mélenchon, Hamon, Macron et Jadot, ou est-ce que chacun devrait défendre ses intérêts personnels? Là, vous me demandez d'avoir une stratégie politique pour les uns et les autres. Je pense que c'est pas pour comme eux, ça. Est-ce qu'il serait préférable de faire une alliance malgré les égos, ou alors est-ce que chacun devrait y aller de son côté? D'abord, je ne pense pas du tout que ce soit je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que ce sont des problèmes d'ego. Je pense qu'actuellement, le clivage droite-gauche n'a plus aucun sens. Voilà. Je ne dis pas que ça n'en a pas dans l'absolu. Je dis que normalement, d'ailleurs dans toutes les sociétés, à toutes les époques, il y a des gens qui sont en faveur de la sécurité, des traditions, de la conservation, et puis des gens qui sont en faveur de la destruction, mais aussi de l'innovation, du progrès. C'est en gros la droite et la gauche. Une alliance actuellement, ça n'a pas droit. Excusez-moi, mais actuellement, je suis désolé de vous le dire, mais le gouvernement français actuel, et je pèse mes mots, c'est le gouvernement le plus à droite, même à l'extrême droite, qu'il y a en France depuis 1945. Quand vous voyez que nous sommes en état d'urgence depuis 15 mois... Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que la gauche devrait unir toutes ses forces ou est-ce que chacun devrait y aller de son côté? Je vous dis que moi, M. Macron n'est pas de gauche. Voilà. C'est toujours pas ma question. Mais pourquoi voulez-vous que la gauche se réunisse alors qu'il y en a un là-dedans qui n'est pas de gauche? Monsieur Macron est tout sauf de gauche, Monsieur Hamon, lui, il est, je sais pas où il est frondeur du Parti Socialiste. Monsieur Mélenchon, lui, il est eurocritique, mais il est comme Madame Le Pen, il veut jamais sortir de l'Union Européenne. Et puis Monsieur Jadot, là-dedans, il a pas ses parrainages, donc il cherche désespérément. Et en plus de ça, s'il est dans une boutique en pleine déconfiture et tout le monde se tire dessus, comme au Parti Socialiste. Donc visiblement, pas d'alliance. Justement, Macron, vous faites la transition. 3 mots pour définir Emmanuel Macron. Manipulation, finance et marionnette. Pour vous, quel serait le pire scénario possible au second tour, le 7 mai prochain? Celui que, semble-t-il, l'oligarchie a prévu. À votre sens? Oui, c'est-à-dire celui que l'oligarchie a prévu, c'est-à-dire Le Pen-Macron. Et enfin, dernière question, y aura-t-il un bulletin de vote François Asselineau le 23 avril prochain? Ah, ça vous le saurez suffisamment tôt, vous le saurez bientôt d'ailleurs, je pense. Vous savez qu'actuellement, personne... Vous avez des parrainages? Mais personne ne les a. Oui, c'est des promesses de parrainage. Et si vous avez des promesses de parrainage. Oui, mais attendez, lorsque je vois dans le Canard enchaîné, dont on parle beaucoup ces temps-ci, que monsieur Jadot a 150 parrainages, ce qui ne l'empêche pas d'être, par exemple, en bonne place sur les sondages de France Télévisions comme candidat potentiel, et que moi je n'y suis jamais, moi je peux vous dire que nous avons nettement plus que 150 promesses de parrainage. Combien mais actuellement, on en a beaucoup, simplement beaucoup. On en a beaucoup. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez dire un chiffre. Non, parce que j'ai ma stratégie, ma tactique. On en a beaucoup. En 2012, vous en aviez 17. Est-ce que vous en avez plus que 17? Oui, je viens de vous dire qu'on en a plus que 150. Bon, c'est déjà ça.
Et c'est quoi plus que 150? On en a beaucoup, et je vous dirai, nous verrons bien. Vous savez, ce ne sont que des promesses. Ce ne sont que des promesses. On va voir ce que ça va donner, voilà. Pourtant, et d'ailleurs, on continue à en chercher au passage. Pourtant, vous êtes contre ce système des parrainages. Oui, parce que vous savez que c'est un système qui est absolument scandaleux. Puisque, normalement, ça n'est pas un vote. Enfin, si c'était un vote, il serait inconstitutionnel qu'il soit divulgué dans le public. Vous souhaitez avoir le parrainage de 50 000 citoyens sur 50 départements? Oui, ou 50 000, ou 100 000, quelque chose comme ça. Mais je pense d'ailleurs que c'était une idée qui avait été lancée par Monsieur Jospin lorsqu'il avait réfléchi à ça. C'était plutôt une bonne idée et qui a été évidemment écartée par les grands partis. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, vous avez les grands partis politiques qui donnent instruction à leurs élus de refuser tout parrainage, sauf à celui qui émane de leur propre parti. C'est un détournement complet de procédure. Ce n'est pas un vote. Il s'agissait simplement, à l'origine, d'écarter les farfelus. Voilà. Et puis maintenant, on a un système qui est une espèce de pré-vote. Et vous savez, beaucoup de maires de petits villages, ils ont peur de mesures de rétention. En fait, ils n'ont aucun intérêt, sauf l'idée qu'ils se font de la démocratie et de la République. Et vous avez très bien, moi, parmi les parrainages que j'ai, les promesses de parrainage que nous avons obtenues, il y a des promesses de maires de tous les horizons politiques, y compris d'ailleurs de pro-européens, mais qui ont vu ce que je disais, qui se sont dit, eh bien, ce que dit ce monsieur, c'est argumenté, c'est construit, et ça mérite de participer au débat. C'est ça la réalité. Et Lucas Pierre vient de nous rejoindre pour notre premier rendez-vous hebdomadaire, c'est la revue de presse. Bonsoir Lucas. Bonsoir Baptiste, bonsoir François Asselineau. Alors l'actualité inévitable de cette semaine, c'est évidemment l'affaire Pénélope Fillon. Hier, son mari, candidat à la présidentielle, donnait une conférence de presse depuis son QG de campagne. Et aujourd'hui, l'événement fait la une des grands quotidiens. Alors, dans un article pour Le Figaro, Tristan Quinomaupoil raconte la conférence dans laquelle il rencontre une journaliste allemande de l'ARD qui déclare « En Allemagne, une affaire d'une telle ampleur n'aurait pas été envisageable. Le candidat aurait dû se retirer immédiatement à la demande du parti. » La presse dénonce notamment une défense floue de la part de François Fillon. Selon vous, c'est terminé pour lui ou c'est un nouvel élan pour sa campagne ? Franchement, je vais déjà répondre à cette question. C'est pas vraiment mon problème, et je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais des conférences sur le terrain. J'étais, par exemple, à Bayeux dimanche. J'étais la veille à Rouen. Je peux vous assurer que les gens qui viennent, d'ailleurs, de plus en plus nombreux à mes conférences, à mes réunions publiques, pour eux, tout ça, ça leur sort par les trous de nez. Ils ne veulent plus entendre parler de tout ça. Ils sont dégoûtés par tout ça. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. Toujours dans Le Figaro, la journaliste Mathilde Sirot évoque la force d'opposition que représenterait une union Hamon-Mélenchon face à la droite. Elle explique que le candidat du Parti Socialiste bénéficie aujourd'hui d'une dynamique très forte, profitant de l'affaire dans laquelle est empêtré François Fillon. Benoît Hamon est en train de s'accaparer l'électorat de gauche et se dirige vers une union avec Yannick Jadot, qui endommagerait d'autant plus la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mathilde Sirot estime aussi qu'il est impossible de voir naître une union avec le candidat de la France Insoumise, François Asselineau. Une union entre Hamon et Mélenchon en vue de la présidentielle, vous y croyez ? Vous savez, moi je crois que tout est possible en politique à partir du moment où l'on a des dirigeants politiques qui n'ont pas d'éthique. Voilà. Moi, j'essaie de rétablir de l'éthique. Moi, les gens, ils savent, quand ils vont voir l'UPR, ils voient quelqu'un, un homme, c'est moi, qui a bientôt depuis 10 ans, dit toujours la même chose. Nous avons un mouvement politique avec une charte fondatrice qui dit très exactement ce que nous voulons. C'est-à-dire ce que nous voulons, et c'est non négociable. Moi, quand je vois ces responsables politiques, on ne sait pas, on a l'impression que c'est de la tambouille politicienne. Si demain on m'apprend que monsieur Mélenchon continue son petit bonhomme de chemin, eh ben, je ne réagirai pas. Et si on apprend qu'il rejoint monsieur Hamon, je ne réagirai pas non plus. Tout ça, ça fait partie, en fait, de ces petites tambouilles politiciennes. Suite à une question posée à Marine Le Pen, une équipe de Quotidien a été violemment sortie du salon de l'entrepreneur. Le lendemain, Thomas Soto, qui présente la matinale sur Europe 1, pousse un coup de gueule. Alors bien sûr que vous avez le droit, le devoir même de nous critiquer. Bien sûr que nous sommes loin d'être toujours irréprochables comme dans tous les métiers. Mais là, ça fait des mois que beaucoup de politiques de tous bords, de droite comme de gauche, tapent verbalement, régulièrement et violemment sur les journalistes, chauffent parfois leurs militants, faisant-nous des cibles. Et d'ailleurs, les incidents se multiplient dans les meetings. Il y en a encore eu à BFM TV l'autre jour. Une chose est sûre, s'en prendre physiquement à un journaliste n'est jamais le signe d'une démocratie en bonne santé. Est-ce que vous condamnez, François Asselineau, ces actes qui se multiplient dernièrement contre les journalistes ? Bah évidemment, ça va. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose. C'est que moi, je fais vraiment la différence entre les grands médias, et notamment les propriétaires des médias, et les journalistes. Et dans mon programme politique, il y a
quelque chose à quoi je tiens beaucoup, c'est de protéger les journalistes parce que c'est un très beau métier. Je dis pas ça parce que je suis ici, je le raconte partout. C'est un beau métier, c'est un métier qui, à mon avis, est un métier extrêmement important pour assurer la démocratie, sauf que, de facto, les journalistes ne peuvent plus assurer l'éthique de la Charte de Munich de 71 parce qu'ils sont dans des contraintes, ils ont des supérieurs hiérarchiques, ils ont un conjoint, ils ont des emprunts, ils sont obligés d'avoir de l'argent au jour le jour et ils sont obligés de tenir compte des instructions qui leur font piétiner, notamment les articles 8 et 9 de la Charte de Munich. C'est pour ça que dans mon programme, alors je suis tout à fait scandalisé qu'on s'en prenne à des journalistes, ça c'est évident, mais dans mon programme, il y a vraiment le souci d'avoir des dispositifs qui permettront à des journalistes de porter plainte contre leur propre rédaction en chef, si éventuellement ils reçoivent des instructions qui sont contraires à l'éthique même du journalisme. Mehdi et Badrou ont tous les deux 24 ans, ils ont été chroniqueurs à France Inter, journalistes au Bondi Blog et se lancent désormais dans les romans et les documentaires. Minute, leur dernier livre est dédié à Adama Traoré. Les Inrecuptibles les invitent alors à rencontrer Christiane Taubira. Pendant l'entretien, Mehdi évoque la place qu'a prise l'islam au cœur du débat politique et désigne l'utilisation qui en est faite d'arguments négatifs. L'ancienne ministre de la Justice appelle à relire les débats autour de la maturation de la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État. François Asselineau, la France est une république laïque. Pourquoi, aujourd'hui, la religion anime-t-elle toujours autant les débats ? Ben ça, malheureusement, c'est un sujet qui est très souvent agité par les médias, justement. Rappelez-vous l'été dernier, au mois d'août 2016, tous les médias ne parlaient que du Burkini. Personnellement, en tant que dirigeant politique, je n'ai pas dit un mot sur le Burkini parce que j'estimais que c'était une polémique qui était tout à fait inopportune, qui consistait en fait à jeter de l'huile sur le feu, sur des sujets qui sont difficiles. Voilà, moi je pense que, d'abord, l'Union populaire républicaine, je me permets de le signaler, est un mouvement qui a été classé officiellement par le ministère de l'Intérieur en divers, c'est-à-dire ni de droite ni de gauche. C'est un mouvement parfaitement républicain et laïque et nous avons parmi nos 15, bientôt 16 000 adhérents, des Français de toutes les confessions, y compris de gens qui n'ont pas de confession. Voilà, je pense que malheureusement, à mettre en avant ces histoires religieuses participe d'une géopolitique beaucoup plus globale, sur laquelle on reviendra peut-être, et qu'il faudrait justement calmer le jeu et en revenir aux grands fondamentaux de la République française. Une dernière question, Lucas. Dans un entretien à Libération, Najat Vallaud-Belkacem déclare, en parlant d'Emmanuel Macron, qu'il n'arrive pas à produire de projet en dit long sur l'impasse de son aventure et quand il sortira de l'ambiguïté, il créera de nombreux mécontents. D'abord, soutien de Manuel Valls, aujourd'hui derrière Benoît Hamon. La ministre de l'Éducation nationale critique Emmanuel Macron depuis le début de sa campagne sur son manque de concret, justifié par l'absence de programme. Elle soutient aussi l'idée que les électeurs de gauche et de droite ont trop de différences pour se mettre d'accord. Si vous étiez un électeur d'Emmanuel Macron, 2 mois et demi avant la présidentielle, seriez-vous rassuré du fait qu'il n'a pas encore de programme ? Mais Monsieur Macron, il a un programme. Comme il ne l'a pas encore présenté. Mais moi, le voilà, je vais vous le donner. C'est le rapport 330-2016 final du 18 mai 2016 de la Commission européenne, qui est le rapport, les recommandations qui fixent le programme de ce que doit être la politique économique et sociale de la France pendant les années 2016 et 2017. Et en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est en ligne sur Internet, vous allez voir, et puis vous avez à la fin tout. Vous avez la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA. Ça veut dire d'ailleurs qu'il va falloir que des personnes qui sont au minimum vieillesse payent un petit peu plus de TVA quand ils iront acheter leur baguette ou leur paquet de cigarettes, et pour le plus grand profit, eh bien des gens comme par exemple comme L'Oréal ou comme Vinci, c'est-à-dire il y aura un petit peu plus d'argent donné à ces grands nécessiteux que sont Madame Bettencourt, qui est la première fortune de France ou l'une des premières, ou bien à Monsieur ou à l'émir du Qatar qui possède 4,9% de Vinci, ou bien au fonds d'investissement américain qui possède 55% de Vinci. Vous dites donc qu'Emmanuel Macron a pris son programme quelque part ici dans le document que vous tenez. Ça n'est pas qu'il l'a pris, c'est qu'il est obligé de le faire, et pas seulement lui. C'est aussi le programme Fillon, mais c'est aussi le programme de tous les autres candidats, sauf moi, puisque tous les autres candidats, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon y compris, prévoient tous de rester dans l'Union européenne. Ça, ce sont des recommandations. Il faut le lire. Vous savez, nous allons beaucoup diffuser ce document. Il n'y a pas que ça. Il y a l'ubérisation généralisée de la société française, le démantèlement des droits sociaux. Il faut lire ce qui vient de Bruxelles, parce que c'est ça. Une fois que la personne que les Français auront élue, sauf si c'est moi, puisque moi, la première décision que je prends, c'est de réunir un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour mettre en œuvre l'article 50 afin de faire sortir la France de l'Union européenne. C'est ce que les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Mais tous les
les autres, dans le meilleur des cas, ils disent on va renégocier, il y aura rien, aucune renégociation possible. Donc tous les autres resteront et devront appliquer cette feuille de route que je vous remets. Voilà. Et que je prends en main. Merci Lucas Pierre. Merci. 2017, l'invité, en direct jusqu'à 21h, sur Fréquence ESJ et Radio Air Show. Et vous le savez, aujourd'hui, l'avenir de la France ne se joue pas qu'entre nos frontières. Quel avenir pour une France de plus en plus déstabilisée? Que propose François Asselineau sur ce thème? On va voir tout ça avec Martin Juret qui s'est intéressé à l'Europe. Juste avant, une question qui nous vient de Twitter de Camille. Camille qui demande: comment expliquez-vous qu'aucun parti n'ose clairement sortir de l'UE alors qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques? Moi, l'Union populaire républicaine, notre mouvement qui est le mouvement, soit dit en passant, on a maintenant probablement le 5e mouvement de France en nombre d'adhérents, avec une croissance exponentielle. Au cours des 30 derniers jours, j'ai fait le compte avant de venir ici, nous avons eu une moyenne de 34 adhérents de plus tous les jours. C'est beaucoup, vous savez, 34 adhérents de plus, d'autant plus que vous ne me voyez nulle part, dans aucun des grands médias. Comment est-ce que vous expliquez que vous soyez le seul, ou presque, à proposer de quitter l'Europe alors qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques? Mais ça, c'est aux autres qu'il faut le demander. Moi, je suis le seul mouvement politique. Alors il y a peut-être quelques groupuscules qui se sont créés au cours des dernières années qui vont dans cette direction, mais l'Union populaire républicaine est le seul parti politique qui le propose clairement, puisque la seule façon d'en sortir, c'est d'annoncer l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne et qui permet aussi de sortir de l'euro. J'ajoute aussi, pour que l'information de vos auditeurs soit parfaite, que nous proposons également la troisième sortie, c'est la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes le seul mouvement politique, et c'est d'ailleurs inscrit dans comment dirais-je, les fondamentaux du parti, puisque ce parti, je l'ai créé le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome. Nous allons d'ailleurs fêter le 25 mars 2017 à Paris, on va faire une grande célébration pour le 10e anniversaire de l'UPR, et j'espère d'ailleurs que le maximum de vos auditeurs viendront ils trouveront toutes les informations sur notre site upr.fr. Nous, c'est inscrit dans les statuts que j'ai déposés à la préfecture de police de Paris, c'était je ne sais plus en mars, mais ça a paru au journal officiel en juin 2007, il est inscrit que ce parti vise à rassembler les Français au-dessus du clivage droite-gauche pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et effectivement, les autres ne le veulent pas. Voilà. Alors maintenant, la question de votre auditrice, c'est pas à moi qu'il faut qu'elle le dise, c'est aux autres. Eh bien, on la posera aux autres. Martin Juret est avec nous. On va rester dans le thème de l'Europe, Martin. Oui, bonsoir Baptiste et bonsoir François Asselineau. Alors, je vais vous parler de l'Europe puisque c'est la pierre angulaire de votre engagement politique. Vous êtes un fervent opposant à la construction européenne et vous voulez que la France quitte l'Union européenne. Mais ces pays européens, François Asselineau, qui sont aujourd'hui nos principaux partenaires économiques, est-ce que la France, qui a du mal à sortir de la crise, peut leur tourner le dos? Pourquoi voulez-vous qu'on leur tourne le dos? En quittant l'Union européenne? Parce que sortir de l'Union européenne, pour vous, c'est tourner le dos? Vous parliez, je crois, de l'article 63 justement du traité européen qui parle de la liberté des capitaux. De circulation des mouvements de capitaux. Voilà. Alors, est-ce que justement ça facilite pas pour les entreprises, même on l'a vu avec la Brexit aussi peut-être, des entreprises, même les petites entreprises qui s'inquiètent de perdre et de plus pouvoir exporter? Alors, s'agissant du Brexit, on peut en parler un instant. Vous avez remarqué comment la grande presse française ne parle plus de ce qui se passe au Royaume-Uni. Voilà. Pourquoi ils ne parlent plus? Parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Le chômage s'effondre, on est tombé à 4,3% de taux de chômage, la consommation redémarre, les investisseurs internationaux investissent en masse, vous avez Google, Yahoo, Lego, Nissan, etc., qui créent des milliers d'emplois, parce que la livre sterling... Il y a aussi des banques et des assurances qui ont décidé de quitter Londres et de... Mais ça, je ne l'ai pas vu. Ça fait partie des rumeurs, mais ça, je ne l'ai pas vu. Moi, ce que je vois, c'est que l'OCDE et le Fonds monétaire international ont été obligés de revoir à la hausse le taux de croissance du Royaume-Uni. C'est le seul pays dont ils ont revu à la hausse le taux de croissance. Et puis moi j'aime bien les Britanniques. C'est un peuple sage, c'est un peuple malin, c'est un peuple très pragmatique. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a eu le vote du Brexit qui a surpris, semble-t-il, l'oligarchie britannique et mondiale. Bon, ça s'est passé le 23 juin. Madame Theresa May, elle s'est pas précipitée. Elle a fait un truc typiquement britannique, c'est wait and see. So, they have waited and they have seen. Ils ont vu que l'apocalypse annoncée ne s'est pas produite. Il y a eu tous les événements macroéconomiques dont je viens de parler. Et finalement, Madame May, au bout de 8 mois, a dit, effectivement, on va mettre en œuvre l'article 50. Voilà. Alors, vous me dites... Mais avant de voir toutes les conséquences, il faut justement attendre que cet article 50 soit déclenché. Bien entendu. On ne sait pas encore toutes les modalités, comment va se passer ce Brexit. On est encore dans l'ombre. Bien entendu. Mais si vous voulez, quand vous avez Google, quand vous avez Nissan, quand vous créez une nouvelle chaîne de fabrication d'automobile, c'est des investissements sur 25 ans. C'est pas des investissements
sur 6 mois. Tous les marchés financiers internationaux ont intégré le fait que le Royaume-Uni allait sortir de l'Union européenne. Et puis je vous signale aussi au passage un petit détail, c'est qu'il y a quand même eu une élection présidentielle aux États-Unis et que maintenant les dirigeants britanniques sont soutenus par rien moins que le président des États-Unis qui pousse lui-même à cette affaire de Brexit. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, moi vous savez quand je fais des réunions publiques, par exemple à Annemasse ou à Béthencourt dans le Doubs, les gens n'ont pas du tout peur de sortir de l'Union européenne. Il leur suffit de faire 5 kilomètres, d'être en Suisse, pour voir que la Suisse est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est l'un des pays les plus riches du monde, plus riche que la France d'ailleurs, c'est le pays qui reçoit le plus de conférences internationales au monde et qui ne tourne pas le dos aux autres. Vous savez, on importe beaucoup de choses de Suisse, on exporte beaucoup de choses vers la Suisse. Donc si vous voulez, l'idée selon laquelle sortir de l'Union européenne, ça serait fermer, devenir la Corée du Nord, est une idée tout simplement fausse. Alors vous affirmez être le seul à vouloir réellement sortir de l'Union européenne et de l'euro. Pourtant, il y a aussi Debout la France, le Mouvement pour la France ou encore le Front National. Pour vous, ces partis ne veulent pas quitter l'Europe ? Mais écoutez, demandez-le, regardez à la loupe, c'est votre métier de journaliste. Et pourquoi vous affirmez être le seul à vouloir réellement quitter l'Europe ? Mais parce que c'est vrai. Monsieur Dupont-Aignan, alors reparlons, le Mouvement pour la France n'existe plus. S'agissant de Monsieur Dupont-Aignan, il a dit et redit qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne. Ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas. Quant à Madame Le Pen, d'abord, je vous signale que le Front National agit selon la technique qui est ultra utilisée par le Parti Socialiste et par les Républicains par ailleurs, qui est la tactique dite des lieutenants. C'est-à-dire que vous en avez un qui dit rouge, le deuxième qui dit bleu, le troisième qui dit vert, le quatrième qui dit noir, donc vous ne savez plus là-dedans à quel sein vous vouez. Nous avons mis en ligne sur notre site upr.fr une vidéo qui va d'ailleurs falloir actualiser, où on avait tout, avec des extraits de passages radio ou télévisés, de Madame Le Pen et puis de toute sa famille, puisque c'est une SARL familiale, ou bien de certains apports extérieurs comme Monsieur Philippot ou comme Monsieur Collard. Nous avons montré que de 21 versions différentes du Front National, la seule qui n'existe pas, c'est la sortie de l'Union européenne par l'article 50. Madame Le Pen, elle fait exactement comme Monsieur Mélenchon, c'est qu'elle promet de renégocier les traités. Or, nous expliquons que une renégociation des traités, on peut toujours le dire, mais ça n'arrivera jamais puisqu'il faut l'accord unanime des 28 États. Voilà, donc en fait, ça n'existera pas. Et puis par ailleurs, si Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon étaient élus, ce qui n'arrivera pas, quelle serait leur légitimité pour faire sortir la France de l'Union européenne s'ils ont été élus sur une ambiguïté et des mensonges? Voilà, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon font croire qu'ils vont renégocier les traités. Ils n'auront pas, parce que vous savez, je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un qui a été dans les allées du pouvoir au plus haut niveau de l'État. J'ai participé à de nombreux entretiens entre chefs d'État et également entre chefs d'État et chefs de gouvernement, ce que ni Monsieur Mélenchon et a fortiori Madame Le Pen n'ont jamais vu de leur vie. Je peux vous dire, moi, que c'est des choses sérieuses dont je parle. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce sont des décisions très importantes qui nécessiteront que celui qui est élu ait la majorité des Français derrière lui pour cela. Bon, en tout cas, Marine Le Pen se revendique quand même contre l'Europe, mais elle est aussi députée européenne. Vous êtes aussi présentée aux dernières élections européennes. Vous avez obtenu dans votre circonscription d'Île-de-France 0,38% des suffrages. Pourquoi vouloir siéger au Parlement européen alors même que vous dénoncez l'Europe ? Pourquoi Danton et Robespierre étaient-ils aux États généraux en 1789 et ça ne les a pas empêchés de voter la République? Voilà. Donc parce qu'un parti politique doit se présenter aux élections. C'est la raison pour laquelle il est important de se présenter. On s'est présenté aussi à certaines élections cantonales, c'est pour se faire connaître. Parce que sinon, il y a toujours une excellente raison pour ne se présenter jamais à aucune élection. Voilà. Donc nous, on veut se présenter aux élections pour se faire connaître. D'ailleurs, vous avez raison. En 2014, au niveau national, on avait fait 0,4%. Voilà, au niveau national. 0,41. On avait fait 77 000 suffrages, ce qui, soit dit en passant, était plus que le NPA de M. Besancenot. Et aux élections régionales, on a fait 0,9% des suffrages, avec 190 000 électeurs, c'est-à-dire qu'on a multiplié nos électeurs par 2,5. Et tout ceci, ce qui est très important à dire, attention, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, vous faites 0,9%, c'est pas grand-chose, etc. » Oui, mais faire 0,9% si 100% des Français nous connaissaient, je serais d'accord avec vous, ça reste un mouvement marginal. Mais faire 0,9% des suffrages nationaux, comme ça s'est passé en décembre 2015, quand vous n'avez que 2 ou 3% des Français qui vous connaissent, parce que vous n'êtes invité dans aucun des grands médias nationaux, c'est tout à fait considérable. Et vous allez voir, je prends le pari avec vous que si j'obtiens les 500 parrainages, ce qui n'est pas encore acquis, si je suis candidat, vous allez voir,
Vous me réinviterez, vous verrez ce qui va se passer. Alors, parallèlement à la sortie de l'Europe, vous voulez aussi revenir au franc. Si on envisage cette possibilité, il y a quand même une réalité économique, François Asselineau. Vous ne pensez pas que les conséquences économiques seraient dramatiques pour notre pays ? Non, je pense au contraire. Et vous souhaitez l'égalité 1 euro, 1 franc? Oui, pour éviter ça pour faciliter, pour pas qu'il y ait des effets de comment dirais-je d'arrondi. Il faut espérer que le franc se dépréciera. Il va pas se déprécier de 90% comme certains prophètes qui ne connaissent rien à l'économie disent. Il faut, si le franc sort de l'euro, il y a des anticipations. Il y avait, comment il s'appelait, Patrick Artus, qui est l'économiste en chef de Natixis, qui avait évoqué moins 2%. Il y en a d'autres, comme Jacques Sapir, qui évoque du moins 10%. Il faudrait espérer que ça soit moins 10% par rapport au cours pivot. Il y a aussi des risques d'inflation, du coup, notamment sur les matières premières, ce qui pourrait pénaliser notre économie. En en économie, comme dans la vie, mais en économie en particulier, toute décision comporte des avantages et des inconvénients. Mais ça peut avoir des graves conséquences, une inflation. Mais non, attendez, les graves conséquences, c'est en ce moment. Vous savez ce qui se passe en ce moment. En ce moment, vous avez tous les jours, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, tous les jours, vous avez 1000 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez tous les jours ouvrable une usine qui ferme. Vous avez tous les jours un agriculteur qui se suicide. La catastrophe, c'est maintenant. C'est exactement maintenant. Donc, les gens qui vous disent, il va y avoir une catastrophe ultérieurement, moi je dis, c'est maintenant la catastrophe. Je vous renvoie à l'étude, c'est pas la loi et les prophètes, mais l'étude de Jacques Sapir publiée par Res Publica montre que si on sort de l'euro et qu'on baisse de 10% l'euro et que on rétablit un contrôle d'échange, eh bien, il anticipe, il a fait tourner des modèles économétriques, une baisse qui pourrait aller jusqu'à 1 à 2 millions de chômeurs de catégorie A. Ça mérite quand même qu'on y regarde d'un petit peu plus près. Je permets aussi d'insister sur le fait que je ne suis pas un Olybrius. Qui est-ce qui a dit, sinon Monsieur Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, le 31 décembre dernier, il a publié ça dans le magazine Fortune, 2017 pourrait bien être l'année de l'explosion de l'euro. Qui est-ce qui a dit il y a quelques jours, sinon Monsieur Mario Draghi, le président de la BCE, qu'il va y avoir, qu'il a donné le moyen pour l'Italie de sortir de l'euro, il faudra qu'il rembourse ses soldes débiteurs et créditeurs. Ça veut donc bien dire que c'est désormais dans tous les esprits. En réalité, je l'explique dans une grande conférence qui s'appelle La tragédie de l'euro. Malheureusement, on n'a plus beaucoup le temps. Je termine. Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Point. Merci beaucoup, François Asselineau, avec Samuel Cincinnatus, qui va revenir sur les principaux points du programme de notre invité, François Asselineau. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, François Asselineau. Alors, sur votre site, il y a pour l'instant le programme de 2012 et il est où celui de 2017? Celui de 2017, je le publierai le moment venu, quand je serai candidat. Mais je trouve tout à fait intéressant de laisser en ligne le programme de 2012, puisque il est toujours valable, en fait. Alors, le programme de 2017, il va être enrichi. Il y a toute une série de sujets sur lesquels il sera enrichi. Enrichi par quoi, par exemple? Par exemple, sur des sujets où il y avait peut-être c'était insuffisamment précisé, notamment la santé, la justice, l'éducation, la sécurité, il y aura des sujets comme ça. Mais laissant le handicap aussi, le commerce, les petits commerçants, etc. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels j'approfondirai. Mais là, en gros, l'essentiel y est. Et une fois, il y a eu, où est-ce que c'était? J'ai été invité chez iTélé là il y a quelques jours, et le journaliste avait dit, finalement, vous n'êtes pas gêné, vous remettez le même programme. Heureusement. C'est une qualité. Ça prouve que ce que j'avais dit il y a 5 ans était vrai, que si, il y a 5 ans, j'avais pu être candidat et développer mes idées, on aurait peut-être gagné 5 ans. Voilà. Tandis que moi, je trouve que les Français devraient davantage admirer et faire confiance, en tout cas, à quelqu'un dont le programme n'a pas varié et dont les événements lui ont donné raison. Plutôt qu'à des gens qui changent de programme à tout instant. Alors, votre programme est inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944. Est-ce que aujourd'hui la France a vraiment besoin des solutions des années 40? Oui, mais vous savez, c'est une attaque que l'on me dit. On me dit que ce serait nostalgique. Je vous ferai remarquer que les États-Unis d'Europe, c'est le discours de Victor Hugo de 1849. Bon, donc ça veut dire qu'il a 95 ans de plus ancien. Alors si vous estimez que le programme du CNR de 44 est démodé, alors que dire du programme de Victor Hugo de 1849 qui propose les États-Unis d'Europe? Il faut être sérieux.
En réalité, moi, je suis... D'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réfléchir à ce que c'est que l'élection présidentielle. Une élection présidentielle, ça n'est pas les élections législatives. Les élections législatives, elles en sont faites pour avoir une majorité gouvernementale qui applique un programme de gouvernement. Ça, c'est l'article 20 de la Constitution. Là, on n'élit pas un Premier ministre, on n'élit pas non plus Miss Univers. On élit le président de la République, c'est-à-dire celui qui est le garant de l'essentiel. Le président de la République, c'est fixé par l'article 5 de la Constitution, ses pouvoirs. Il doit d'abord veiller au respect de la Constitution, et deuxièmement, il y a une phrase absolument capitale, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect des traités. C'est notre Constitution. C'est la raison pour laquelle mon programme, alors bien sûr... on va venir à votre programme, par exemple, sur le chômage. Alors, le chômage il est au plus haut depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous proposez pour baisser le chômage? Alors, je vais y répondre dans une seconde. D'ailleurs, j'ai déjà répondu. Mais je voudrais insister sur le fait que les gens qui disent « Qu'est-ce que vous pensez du cannabis? Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» se trompent d'élection. Le président de la République, c'est celui qui est le garant de l'indépendance nationale, qui est le garant de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire de l'unité nationale. Il y a des enjeux de société aussi dans cette élection. Comme vous prenez le cannabis, par exemple. Oui, mais non, mais moi, je suis désolé, ça n'est pas un niveau président de la République. Je dis que ça, ce sont des enjeux de société, effectivement, qui auront lieu. C'est même un enjeu de santé publique. Mais ça pourra faire l'objet d'un programme. Moi, j'ai mis mon opinion personnelle. Ça pourra même faire l'objet, comme je propose dans mon programme, par exemple, qu'il y ait un référendum d'initiative populaire. Pourquoi pas? Mais l'essentiel, il faut porter l'élection présidentielle au vrai niveau, c'est-à-dire l'indépendance nationale, l'unité nationale, parce qu'actuellement, c'est gravement menacé par les réformes territoriales. Alors, je note que personne ne parle de ce qui se passe actuellement en Corse, avec un gouvernement territorial qui veut l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Donc moi, je veux mettre ce point-là sur le devant de la scène. L'indépendance nationale et la souveraineté nationale, c'est fondamental. Et puis le respect des traités. Parce que lorsque je vois que M. Mélenchon, par exemple, dans son programme, il dit qu'il va désobéir aux traités européens, il fait rien moins que de dire qu'il va violer l'article 5 de la Constitution, puisque le président de la République doit veiller au respect de la Constitution, et piétiner les traités européens. Voilà M. Mélenchon qui prétend accéder à la fonction suprême en disant « Faites-moi confiance, je vais piétiner les deux textes les plus fondamentaux qui s'imposent à la France. » Quelle confiance pouvez-vous accorder à quelqu'un qui vous dit d'emblée qu'il va piétiner tous les trucs juridiques, les traités, les textes juridiques les plus fondamentaux? C'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur le chômage, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, sortir de l'euro, c'est pas par nostalgie. Sortir de l'euro, c'est parce que c'est vital. Sinon, nous allons avoir de plus en plus de chômeurs et de plus en plus de pauvres. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis les 15 ans écoulés. Il suffit de sortir de l'euro et tout va se résoudre. Écoutez, ça c'est une question de nature polémique. C'est exactement comme si vous aviez... Non mais c'est comme si vous aviez objecté à Charles de Gaulle, en 40, alors il suffit de se battre contre les Allemands et tout va se résoudre. Non, il y a des problèmes avant, il y aura des problèmes après. Donc effectivement, il y aura des problèmes, bien sûr. Je ne dis pas que tout va être facile, mais ce que je dis en tout cas, c'est que la situation actuelle est un désastre et que les Français sont dans une situation pré-révolutionnaire. Vous êtes journaliste, vous savez ce qui se passe sur le terrain. La France est dans une situation pré-révolutionnaire. Les gens sont prêts à tout et n'importe quoi. Il faut donc apporter une solution sereine, juridique, en disant aux Français, la France n'est pas en moyen d'avoir la même monnaie que l'Allemagne, pas plus d'ailleurs que la Grèce, l'Espagne et ça. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a 8 ou 9 prix Nobel d'économie qui disent la même chose que moi. Il faut donc en sortir. Alors, vous voulez également sortir la France de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que l'OTAN est une structure de nature impériale dirigée depuis Washington et qui est en train de nous mener à la guerre contre le monde arabo-musulman et contre la Russie. Charles de Gaulle avait dit à Alain Perfit en 1964 par là, c'est dans le livre C'était de Gaulle, vous le retrouverez, il avait dit lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN disparaîtra parce qu'il n'aura plus de raison d'être. Pour une fois, de Gaulle que je cite souvent, cette fois-là s'est trompé. C'est-à-dire que ce que de Gaulle n'avait pas mesuré le degré de vassalisation des pays occidentaux. En réalité, au lieu de faire disparaître l'OTAN, puisque le pacte de Varsovie avait disparu à partir de 91, les Américains ont poussé l'OTAN dans ses derniers retranchements. En fait, il s'agit de refouler la puissance russe dans le centre eurasiatique. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier. On peut pas comprendre ce qui se passe en Ukraine, par exemple, en ce moment, si on n'a pas à l'esprit le fait que les Américains veulent faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN pour attaquer
attaquer, pour mordre toutes les marges de la Russie. Et est-ce que la France ne perdrait pas de son influence sur la scène internationale? Regardez ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années. Est-ce que vous croyez que la France a plus d'influence aujourd'hui ou en 1965? Bon, je suis désolé. Poser la question, c'est y répondre cruellement. D'ailleurs, à l'UPR, nous avons plus de 6,4% de nos adhérents qui sont des jeunes Français ou moins jeunes, expatriés dans 84 pays. Actuellement, la France est en train de disparaître aux yeux du monde. En Afrique, au Moyen-Orient, en Russie, en Chine, dans les pays latino-américains, les gens qui vous aiment, et il y a beaucoup de gens qui aiment la France, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, mais regardez ce que vous êtes en train de devenir. Vous êtes devenu le satellite des États-Unis d'Amérique. Alors il y a une chose qui est tout à fait nouvelle, qui vient bouleverser tout le panorama, c'est l'élection de Donald Trump, qui dit lui-même que l'OTAN est une structure obsolète. Alors là, effectivement, on n'y comprend plus rien, mais moi, ce dont je parle, c'est les 70 ans écoulés depuis 1945 jusqu'en 2015. Il y avait une volonté de dominer la France par l'intermédiaire de l'OTAN. C'est justement en sortant de l'OTAN, en retrouvant notre indépendance nationale, qu'on retrouvera notre voix originale qui est si attendue dans le reste du monde. On en a parlé tout à l'heure. Vous souhaitez réformer le système d'aide publique à la presse afin qu'elle favorise les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à la vie démocratique. Oui, je crois que c'est essentiel parce que actuellement, d'ailleurs, vous savez bien que la presse française est dans une situation très mauvaise. Les journaux sont tous en quasi faillite. Il faut qu'ils aient des subventions de l'État, ce qui est très malsain. Les télévisions perdent constamment de l'audience. Je crois que la moyenne d'âge maintenant des gens qui regardent France 2, c'est du style 53-54 ans et ça monte d'un an tous les ans. Vous avez en fait les moins de 25 ans en zone urbaine qui ne regardent plus la télévision et qui sont tous sur Internet. Donc je crois qu'il y a, moi je vous l'ai dit, et encore une fois, ce n'est pas parce que je suis ici, c'est parce que je considère en effet que le métier de journaliste est un métier extrêmement nécessaire pour la démocratie, mais à condition que les journalistes ne soient pas dans la main de l'oligarchie financière qui rachète les médias. Vous savez, le même problème s'était posé dans les années 40, et c'est pour ça que ça donne d'ailleurs une grande actualité au programme du Conseil national de la résistance, puisqu'il avait dit justement qu'il fallait soustraire justement les journaux, on parlait pas des télévisions encore à l'époque, mais les journaux et les radios, aux des féodalités économiques et financières. C'était le mot féodalité économique et financière. Alors la presse sera pas elle sera dépendante de l'État. Mais actuellement, elle l'est. Actuellement, les grands journaux... Elle le sera encore plus. Non, je veux assurer simplement que les grands médias nationaux protégeaient les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes puissent faire leur métier, qu'ils n'aient pas, et qu'ils ne soient pas sous l'influence, sous le diktat d'une rédaction en chef. C'est ça que je veux. Vous savez, je connais quand même un certain nombre de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui sont quand même assez scandalisés du sort qui est réservé à notre mouvement politique. Voilà. On a 15 000, on a bientôt 16 000 adhérents, on a fait près de 1% des suffrages, 0,9% des suffrages aux élections régionales. Écoutez, au cours de l'année 2016, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur toutes les 12 télévisions et radios suivies par le CSA. Au même moment, vous avez monsieur Macron qui a eu droit à des dizaines d'heures. Il a eu droit, je crois, au cours des 3 derniers mois à 75 couvertures de magazines et de journaux. Monsieur Macron, de façon réelle, il a 0 électeur. Pour l'instant, il n'en a pas prouvé un seul. C'est contraire à l'article 4 de la Constitution française qui précise que les partis politiques participent de façon équitable à la vie démocratique de la nation. Actuellement, il n'y a plus d'équité ni même de proportionnalité. Il y a tout simplement le fait que monsieur Macron est propulsé et catapulté de façon obscène et même scandaleuse, qui d'ailleurs stupéfie la planète entière. Les gens qui regardent ça, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que les Français vont marcher dans cette combine? Je peux vous assurer, non. Les Français sont quand même des gens raisonnables. Moi, je me déplace en France, tout le monde a bien compris que monsieur Macron, il est piloté par monsieur Attali, par monsieur Drahi, etc. Dans votre programme, vous dites que vous voulez transformer un peu TF1, en faire une chaîne démocratique qui élève la culture. Est-ce que c'est pas un peu de l'ingérence de l'État dans la programmation d'une chaîne? Alors d'abord, France 2 est déjà une chaîne d'État. Deuxièmement, je n'ai pas prévu dans mon programme la nationalisation ni de iTélé, ni de BFM TV, etc. Mais j'estime que la TF1, c'est la première chaîne de télévision, c'est celle qui doit avoir un rôle d'éducation populaire. Actuellement, c'est une télévision poubelle, dont 90% des productions sont de type série B américaine ou ce genre de choses. C'est pas le rôle de la télé publique, ça? Oui, c'est le rôle de la télé publique, oui, mais je pense que c'est TF1. Je préfère que TF1 soit possédé par l'État, plutôt que soit possédé par Bouygues, et au capital de Bouygues, vous avez, comme par hasard, les fonds d'investissement américains, qui sont les premiers bénéficiaires, justement, du dossier que je vous me remettais tout à l'heure, sur la baisse de l'IS.
Alors, vous voulez faire de l'île de la Réunion un modèle national d'intégration sociale. Pouvez-vous expliquer un peu quel point vous allez piocher à la Réunion? Parce que l'île de la Réunion, c'est un modèle depuis des siècles maintenant, où coexistent des Français de toutes les couleurs, de toutes les religions, et que globalement, bon, il y a des problèmes sociaux dus au chômage, mais globalement où les choses se passent bien, et je pense que ça peut être un modèle pour la France. Votre question, la France, de façon générale, votre question m'amène d'ailleurs à signaler que nous avons à l'UPR, nous avons beaucoup de jeunes Français d'origine immigrée, beaucoup qui nous viennent chez nous, parce qu'ils sont contents de retrouver un discours qui est un discours d'analyse sur une France libre, souveraine, indépendante, faisant valoir les grands idéaux républicains. Rien à voir avec la droite ou l'extrême droite. Nous avons un discours qui est extrêmement républicain et très ouvert à partir du moment où tout le monde communie dans la République française et dans son indépendance. Merci François Asselineau. Merci beaucoup Samuel Cincinnatus, c'est déjà la fin de cette émission de 2017 l'invité. J'avais une dernière question pour vous qui nous est venue justement des réseaux sociaux. Si vous étiez amené à débattre, sait-on jamais, avant le 23 avril, qui aimeriez-vous avoir en face de vous? Tous les candidats. Sans exception, j'aime que ce soit Madame Le Pen, Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon, Monsieur Hamon, Monsieur Fillon. Honnêtement, je crois que ça intéresserait beaucoup les Français. Donc n'importe, pour l'amour du débat. Pas par l'amour du débat, c'est parce que simplement les Français découvriraient qui est le grand candidat et quels sont les petits candidats. Voilà. Et le grand candidat, c'est vous, c'est ça? Je pense que je suis effectivement le plus grand des candidats. C'est pas parce que je ne passe pas dans les médias que je suis un petit candidat. D'ailleurs, je vous rappelle que l'article 7 de la Constitution précise seulement qu'il n'y a que des candidats. Et quand je vois l'apport intellectuel, l'analytique, l'apport intellectuel, la programmatique que j'ai apporté depuis 10 ans en France, eh bien, je ne crains pas grand monde, si vous voulez, quand je compare au vide sidéral qu'il y a ailleurs. Fréquence ESJ.